Salut, c'est Maxime dans tes oreilles. Si tu es arrivé ici, ce n'est certainement pas par hasard. Je pense que tu dois te poser beaucoup de questions. Comment je fais pour démarrer mon autonomie? Comment je fais pour me mettre en sécurité? Comment je fais pour mettre ma famille en sécurité? Comment je fais? Ça tombe bien. Dans ce livre, tome 1, niveau débutant, en cas d'effondrement, beaucoup de choses sont expliquées. Énormément. Tu vas regarder à suivre une petite vidéo qui va t'expliquer, grosso modo, 3 points. Essentiels et importants. Je te retrouve à la fin de la vidéo pour un petit point. Pense déjà à liker, partager et commenter cette petite vidéo. C'est sympa, ça fait vivre la chaîne et ça la fait connaître à d'autres personnes qui peut-être sont comme toi, dans l'attente de trouver des réponses. Alors je te souhaite bonne vidéo et à bientôt. Imaginons la scène une seconde. On est un mardi soir, tout ce qu'il y a de plus banal, et là, d'un coup, le frigo s'arrête de bourdonner. Plus rien. Les routeurs Wi-Fi s'éteignent net. Le quartier tout entier plonge dans un silence absolu, très vite remplacé par des murmures inquiets dans la rue. Il n'y a plus d'électricité, et dans la foulée, plus une seule goutte d'eau au robinet parce que les pompes de la ville sont à l'arrêt. En l'espace de quelques heures, les rayons des supermarchés se vident à une vitesse fulgurante. La tension dans l'air devient palpable, presque électrique. Et là, les enjeux deviennent immédiatement colossaux. Ce n'est pas le début du dernier film catastrophe hollywoodien, c'est une réalité tout à fait plausible face à une crise majeure. Que ce soit une cyberattaque, une catastrophe naturelle ou une panne en chaîne, la désorganisation de nos vies ultra-dépendantes peut frapper à une vitesse vertigineuse. La vraie question qui se pose face à cette bascule soudaine, c'est: est-ce qu'on cède complètement à la panique ou est-ce qu'on a un plan d'action clair pour tenir ces fameuses 48 premières heures critiques? Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans le manuel En cas d'effondrement, tome 1, Les fondations de la survie autonome de Maxime Maraval. Et attention, on oublie tout de suite les clichés du survivaliste en treillis, lourdement armé au fond d'un bunker. Pas du tout. L'auteur nous ramène vraiment sur Terre avec une approche ultra pragmatique, taillée pour les citoyens ordinaires, qu'on soit en ville ou à la campagne. Le message de fond, c'est que la vraie survie, ce n'est pas une question d'équipement militaire hors de prix. C'est avant tout un cerveau bien préparé. C'est le bon sens et la capacité à prendre des décisions simples qui feront la différence entre le chaos absolu et la bonne gestion d'une crise. Et là, le point vraiment crucial, c'est ce chiffre assez effrayant, 30 à 50%. Ce n'est pas une perte de matériel, non, c'est la chute massive de nos capacités cognitives quand on est soudainement frappé par un stress extrême. Lors d'une crise, le véritable ennemi mortel, avant même le froid ou la soif, c'est ce qu'on appelle la sidération mentale. Biologiquement parlant, c'est fascinant et terrifiant à la fois. L'amygdale, la zone du cerveau qui gère la peur, prend littéralement en otage le cortex préfrontal, là où se trouve notre pensée logique. C'est un vieux réflexe évolutif qui, dans notre monde moderne, nous fige sur place. L'esprit se vide, zéro réflexion logique. L'objectif absolu de toute préparation, c'est donc d'anticiper ce court-circuit pour transformer cette paralysie en une action mécanique qui sauve des vies. Bon, pour éviter ça, le guide remplace le brouillage de la panique par une feuille de route ultra structurée. On va donc explorer ces 3 grands piliers. Premièrement, vaincre la sidération mentale. Deuxièmement, construire la résilience familiale. Et troisièmement, maîtriser les essentiels avec la règle des 5C plus 1. Allez, on attaque. Premier pilier, vaincre la sidération mentale. Toute la fondation de l'autonomie démarre ici. Avant même de chercher à filtrer de l'eau ou de sécuriser la maison, il faut impérativement neutraliser la panique dans notre tête. Et pour y arriver, le livre nous propose un outil redoutable, la méthode STOP. C'est un acronyme tout bête pour évaluer le danger en quelques secondes. D'abord, s'arrêter. On stoppe toute frénésie physique pour ne pas empirer les choses. Ensuite, penser. On reprend le contrôle de sa respiration et on rationalise. Puis, observer l'environnement pour repérer les vrais risques et les ressources. Et enfin, planifier l'action. Prenons un exemple concret. Coupure de courant totale, et là une grosse odeur suspecte. L'esprit paniqué voudrait courir dans le noir en risque de se blesser, ou pire, allumer un briquet. Mais avec la méthode on fige, on respire, on capte que c'est une fuite de gaz, et on planifie une évacuation calme. C'est un véritable disjoncteur psychologique. Une fois l'esprit clair, on passe au deuxième pilier de notre analyse. Construire la résilience familiale. Le livre s'éloigne totalement du mythe du loup solitaire pour se concentrer sur le foyer, la famille, comme une véritable équipe solidaire. Ce qui illustre brillamment cette approche, c'est la place donnée aux enfants. Le cliché absolu, c'est de voir les plus jeunes comme un simple fardeau en temps de crise, des êtres qu'il faut surprotéger en permanence. Sauf que ça génère un stress monstrueux pour les adultes et ça enferme les enfants dans une angoisse passive. La réalité stratégique présentée ici change complètement la donne. Les enfants peuvent et doivent devenir des alliés capables. On ne parle pas d'en faire des soldats, évidemment, mais de leur donner un rôle précis. En participant à la sécurité du foyer avec des tâches simples, leur peur diminue drastiquement, tout simplement parce que l'action structurée remplace ce sentiment d'impuissance qui est tellement terrifiant. Mais alors,
comment on les intègre sans les angoisser? Eh bien par le jeu. C'est là qu'interviennent les mini-drills. Ce sont de tout petits exercices de 60 secondes chrono à faire en famille, l'air de rien. Par exemple, un petit défi pour trouver toutes les lampes frontales de la maison dans le noir en moins de 30 secondes. Ou bien, au premier coup de sifflet, tout le monde doit se retrouver au point de ralliement. En faisant ça dans la bonne humeur, ces gestes s'imprègnent dans la mémoire musculaire. C'est brillant car le jour où une vraie crise éclate, le corps agit par pur automatisme. On court-circuite totalement la surcharge cognitive du cerveau. Ce qui nous amène naturellement au troisième et dernier pilier. Maintenant qu'on a le mental d'acier et une famille synchronisée, il faut s'équiper intelligemment. C'est là qu'intervient la fameuse règle des essentiels. On appelle ça les 5 C plus 1. Le premier, le couteau, l'outil de base indispensable pour tout faire. Le deuxième, la combustion. Pouvoir faire du feu, c'est la base pour se chauffer, cuisiner et garder le moral. Le troisième, la couverture pour s'isoler. Faut pas oublier que l'hypothermie tue bien plus vite que la faim. Le quatrième, c'est le contenant. Hyper stratégique, car une simple gourde en inox permet de transporter de l'eau, mais surtout de la faire bouillir sur le feu pour la rendre potable. Le cinquième, le cordage, souvent oublié mais vital pour réparer ou sécuriser un abri. Et enfin, le fameux plus 1 qu'il ne faut jamais, au grand jamais, négliger, la communication. Quand la 4G, le Wi-Fi disparaissent, avoir une radio à manivelle ou des talkie-walkie, c'est littéralement le seul cordon ombilical avec le reste du monde. La force incroyable de cette règle, c'est son adaptabilité à 100%. Qu'on soit coincé dans un appartement en ville, perdu en forêt, à la montagne ou sur la côte, ces principes marchent. C'est pas du jargon abstrait. Le contenant, en pleine ville, ça servira peut-être à récupérer l'eau stagnante du ballon d'eau chaude quand le réseau lâche. En forêt, à faire bouillir l'eau d'un ruisseau. Les outils sont les mêmes, c'est juste l'environnement qui change. C'est de l'action pure et immédiate. Et tout ça nous amène droit à la philosophie centrale de l'ouvrage. Une phrase qui claque. La survie, ce n'est pas avoir peur, c'est être prêt. Il faut vraiment laisser infuser cette idée. La peur, par définition, ça fige, ça pousse à l'erreur. Mais la préparation, ça libère totalement l'esprit. Savoir qu'on a les bons outils, qu'on a fait les petits exercices avec les enfants et qu'on sait comment notre propre cerveau va réagir, c'est un soulagement psychologique énorme. L'anticipation, c'est véritablement l'antidote à la panique. Prévoir le pire, c'est en fait s'offrir le luxe du calme pendant la tempête. Pour conclure cette plongée dans les fondements de la survie, on peut vraiment se poser cette dernière question. Face au chaos, est-ce que ça sera notre anticipation ou notre improvisation qui dictera l'issue ? Ce qu'on retient de cette analyse, c'est que se préparer n'a rien à voir avec de la paranoïa, c'est juste du bon sens et une vraie responsabilité. Une crise majeure, c'est au fond un grand test de préparation. Et poser ces bases aujourd'hui, c'est s'assurer une sacrée résilience pour demain. Alors la question reste ouverte. Quel sera notre niveau de préparation le jour où, soudainement, les lumières s'éteindront ? Merci d'avoir suivi ce décryptage et espérons que ça nous donne à tous envie de repenser un peu notre quotidien. Imaginons... Voilà, tu viens de regarder cette petite vidéo immersive dans le livre. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as trouvé 2 ou 3 réponses. Les autres, évidemment, sont dans le livre, comme tu vas pouvoir le voir maintenant. Elles sont dans le livre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes dans ce livre. Voilà, d'aborder très clairement. Dans chaque livre, à la fin de chaque livre, il y a mon adresse mail personnelle dédiée à nos survies, à notre survie, dédiée à tout ça. Si tu as des questions, si tu as des observations, si tu as des choses à dire, je t'invite à m'envoyer un petit mail. J'y réponds tout le temps. Beaucoup de gens le font et j'y réponds. Voilà. Quoi te dire plus? Encore une fois, like, partage, commente. C'est important, ça fait vivre la chaîne. Et puis on se retrouve à une nouvelle vidéo. Salut!